Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre aux cignoles, les merles moqueurs seront tous en fête. Quiévrochin, 1914. Blanc-Misseron, le carrefour incontournable. Blanc-Misseron est un lieu on ne peut plus stratégique et pour cause. L'Escaut et le canal de Condé à Mons ont toujours été de toutes les manœuvres. Ces défenses naturelles servaient de guide. En zones inondables, à souhait, elles sont complémentées par l'Ognon qu'il suffit de longer pour arriver aux 4 pavés de Quiévrochin. Ce lieu-dit se situe exactement sur les axes Mons-Valenciennes d'une part et d'autre part entre Condé et Le Quesnoy. Il est traversé par un réseau ferroviaire dense qui dessert les innombrables usines et mines, ou encore sa gare de voyageurs. À l'avenant, le tramway à vapeur transfrontalier fait partie du paysage. L'imposante chapelle offre autant un point de vue unique sur toute la région qu'une fortification, tout comme les proches terris dominants. La frontière, bassin de vie, situé entre Paris et Bruxelles, a donné naissance à l'expression « outre Quiévrain », de l'autre côté de Quiévrain. En Belgique, pour un Français, en France, pour un Belge. La triade, route, chemin de fer et industrie, font de Blanc-Misseron un témoin privilégié de la Grande Guerre. D'emblée, les atrocités sont présentes. Le mercredi 10 août 1914, les premières patrouilles allemandes franchissent la frontière belge. Elles échangent des coups de feu avec les brigades de gendarmerie. Le samedi 22 août, aux 4 pavés de Blanc-Misseron, des convois anglais se dirigent vers Valenciennes. On leur fait de grands signes de fraternité et ils répondent en riant et avec leurs casquettes. Le dimanche 23 août, énormément d'Anglais sont à Quiévrain. Ils bivouaquent sur les trottoirs où ils ont dormi. Ensuite, ils partent tous vers les Hauts-Pays. Le lendemain se déroulera la célèbre bataille d'Audreny, qui figure encore actuellement dans les livres d'histoire en Angleterre. Dans l'après-midi, des Anglais installent un poste de TSF près de la gare de Blanc-Misseron. De temps en temps, une estafette anglaise y prend un message et repart aussitôt. Le lundi 24 août, vers 5 heures, une partie de la population se rend à la gare de Blanc-Misseron pour prendre le train et fuir. Mais il n'y en a plus. À 9 heures, la brigade de Quiévrochin, quelques douaniers et 8 soldats anglais, établis en avant de la gare de Blanc-Misseron, dispersent une patrouille de Uhlans, nom donné aux cavaliers lanciers de l'armée germanique. À 12h30 commence une canonnade qui dure au moins 2 heures. Les routes de Quiévrain-Boussu, près du lieu-dit Le Gandor. À la tombée de la nuit, venant de Tivencelle, les Allemands incendient 180 maisons neuves se trouvant entre Crespin et la gare de Blanc-Misseron. Une forte colonne d'infanterie ennemie débouche peu après au passage à niveau et tente de s'approcher de la gare. Le petit détachement l'oblige, pendant 4 heures, à s'abriter en dirigeant sur elle des feux nourris. Il ne se replie que sur le point d'être pris à revers par une autre fraction ennemie. Au cours de l'engagement, le gendarme Castelin et 2 douaniers sont tués. Leurs camarades sont obligés de les abandonner. Près de 2000 Allemands traversent Quiévrochin. Ils incendient les maisons et jettent dans les flammes de la verrie du passage à niveau le gendarme Legros encore vivant, ainsi que des civils blessés. Les cadavres du gendarme Castelin et des 2 douaniers. Le gendarme Legros fut retiré du brasier par M. Joseph Delcommune, qui le traîna à l'écart jusqu'au Compos. Mais il ne survivra pas à ses blessures. À mi-chemin du passage à niveau et des 4 pavés, un jeune homme, M. Robert Navot, inconscient, sort de chez lui avec une arme à la main. Il est fusillé devant chez sa mère. Avant d'arriver aux 4 pavés, les Allemands essuient les coups de feu d'un tireur isolé anglais. Voyant qu'il ne peut plus résister, il fait basculer sur lui la guérite des douaniers sous laquelle il se cache. La guérite se trouve à hauteur du numéro 154 de la rue Jean Jaurès. Les Allemands, en arrivant au carrefour, regardent dans tous les sens et, ne voyant rien, se dirigent vers Quiévrain. Quand le danger est enfin écarté, le soldat anglais se dégage et prend la route de Valenciennes. 2 autres soldats anglais tirent sur des Allemands du clocher de l'église de Blanc-Misseron. Quand le gros des troupes allemandes pénètre dans l'édifice, ils sont reçus par le curé, Narcisse Dubuisson,
Debout devant l'hôtel, il les somme de respecter ce lieu saint et de se retirer. Étonné, il s'excuse. Les 2 soldats anglais pourront ainsi être cachés par le prêtre. Devant le presbytère, actuellement le 41 de la rue du Quesnoy, qui était un ancien café tenu par M. Louis Villain. Au cours d'une beuverie, un des soldats allemands remarque la forme d'un revolver dans sa poche. Ils le mettent au mur pour le fusiller. Mais en le fouillant, ils s'aperçoivent que ce n'est qu'une grosse pipe dans son étui, ce qui provoque leur rire et leurs excuses. Le mardi 25 août, les Allemands prennent possession de la ville de Valenciennes. Une enfant mutilée. Les Uhlans font partie des troupes d'élite. Ils sont armés de lances et de fusils à canon courts, appelés mousquetons. Souvent en première ligne, ils sèment la terreur. Ces fanatiques sont également chargés de dynamiter les ponts, les dépôts de carburant ou les stocks de munitions. Le mardi 25 août, une horde d'Uhlans arrive à Sebourg, venant de Belgique, par l'Escaut. Les enfants, curieux, accourent pour apercevoir le passage des cavaliers qui entrent dans le village. Une des sœurs de ma grand-mère est âgée de 5 ou 6 ans. Dans la cour de la maison, elle agrippe à la grille pour mieux voir, volontairement, un Uhlan fait glisser la lame de son sabre sur les barreaux. Il lui tranche les doigts. Anecdote poignante. Venu de Maubeuge via Bézieux, le commandant Charlier arrive à Quiévrochin le 8 septembre 1914 vers 4 heures du matin. Avec 1200 hommes, l'objectif est de gagner l'île, mais tous sont épuisés. Il demande à M. Le Harle, ingénieur des mines de Crépin, de quoi manger et s'abriter. N'écoutant que son courage, il prend le risque de les cacher dans le carreau de la fosse numéro 2 à Quiévrochin. Sur place, on apprend que l'île est occupée. Par mesure de sécurité, il convient de cacher équipements et munitions. Les hommes se déguisent en mineurs. Une décision est prise, celle de rejoindre Dunkerque. Chacun ira individuellement gagner la côte avec sa tenue de mineur. Tous sont encore dans le carreau lorsqu'un garçonnet vient signaler la présence de 1000 soldats français. À 1 kilomètre d'ici, vers Blanc-Misseron. Ils ont besoin d'un meneur, et le commandant Charlier suit l'enfant pour aller les voir. Ils partent avant 9 heures. Non loin du point de rendez-vous, le commandant Charlier voit des Allemands descendre du tramway. Il tire sur le détachement. À l'issue de l'échauffourée, la troupe disparaît derrière Blanc-Misseron. Un peu de vie quotidienne pendant l'occupation. En août 1917, des prisonniers internés à Valenciennes, dont une majorité d'Australiens, allaient aider à la démolition des usines de Blanc-Misseron. Toutes les terres comprises entre Carouble et Quiévrochin avaient été transformées en un vaste potager cultivé par des civils âgés, non mobilisés et des enfants, tous réquisitionnés. La totalité des récoltes revenait aux Allemands. L'occupant passait également dans les fermes pour y récupérer des denrées. Le battage du blé se faisait sous étroite surveillance. Les Français, quant à eux, avaient droit à de l'alimentation délivrée par la Croix-Rouge. L'offensive finale 1918, l'action générale en direction de la ligne de Nonel. Avec un peu d'attention, on peut s'apercevoir qu'une grande partie des tombes militaires anglaises ou canadiennes qui se situent entre Sebourg et Crépin arborent la même date. Mais que s'est-il donc passé ce 6 novembre 1918 ? Pour comprendre, il convient de revenir un peu en amont. Nous sommes le 29 octobre. Le maréchal britannique, le très discuté Douglas Haig, donne l'ordre aux généraux Henry Horne, écossais, Julian Byng, britannique, et Henry Rawlinson, canadien, de gagner Mons. L'objectif est là. Cependant, tout doit être synchro et l'armée de Marie-Eugène Debenay, français, soutiendra à droite l'action britannique. Mais auparavant, pour provoquer l'action générale, il est impératif de conquérir Valenciennes. Attention, l'ennemi y est armé jusqu'aux dents. Le 31 octobre, les attaques aériennes s'intensifient. Le 1er novembre, des batteries allemandes sont positionnées dans les environs de Sebourg-Quio. L'ennemi est prévoyant. Le 2 novembre au soir, après une résistance allemande acharnée, Valenciennes est libérée. Haig peut lancer l'offensive commune. Toutefois, il s'avère que des adversités non négligeables vont poser à nouveau bien des problèmes. Mais le temps jusque-là exécrable est devenu beau. Cela devrait faciliter les opérations.
Le dimanche 3 novembre, à la tombée du jour, des patrouilles canadiennes de la 4e division d'infanterie avancent jusqu'à la route d'Étreux à Onnaing. C'est ce jour que l'Autriche, un des alliés de l'Allemagne, signe un armistice, stoppant ainsi sa participation dans la Première Guerre mondiale. Le général allemand Bering, commandant de la région, quitte le château de Sebourg, où il s'était installé. C'est à coup sûr un signe annonciateur de déroute. Le lundi 4 novembre de bonne heure, après un bombardement préliminaire, c'est le barrage roulant, succédé par l'offensive. Horn, Byng, Rawlinson et Debeney foncent. L'ennemi, terrifié par l'artillerie et par les tanks, se retire. Il faut souligner que les Allemands, à cette époque, ne disposent d'aucun char. Entrons un peu plus dans le détail. Au sud, l'armée Horn, le 22e corps et le corps canadien, vainqueurs de Valenciennes, passent l'Aunelle et prennent place à Sebourg. De l'armée Byng, les 6e et 18e corps tenaillent Warny et Brie. Les Anglais prennent le village de Prézot. Pendant ce temps, le Quesnoy tombe, le soir, aux mains des Néo-Zélandais qui y capturent 1000 prisonniers et un matériel important. Enfin, le 14e corps réussit à s'infiltrer et à se maintenir dans la forêt de Mormal, où un terrible combat se poursuit durant la nuit. Le mardi 5 novembre, les troupes britanniques progressent de 2 km au-delà de Valenciennes. 5 villages sont enlevés. L'effectif des prisonniers est de 5000. Dans un combat acharné, des unités de la 4e division d'infanterie canadienne s'emparent de Carouble. Mais d'autres unités sont arrêtées dans leur avance par des troupes allemandes qui défendent à Terry, à côté de la fosse numéro 2, à l'ouest de la rivière Aunelle. Des unités de la 3e division d'infanterie canadienne pénètrent dans Vic. Mercredi 6 novembre, les Allemands avaient installé dans le bois du Caillou-Québec un énorme canon de type Bertha. Il se déplaçait sur un wagon sur la voie de chemin de fer. Mobile, il était pratiquement intouchable. Il tirait sur Sebourg comme sur toute la frontière. En réponse à ces décharges, vers 6 heures du matin, une déflagration se fait entendre au-dessus du Caillou-Québec. À 8h30, les voisins réalisent avec tristesse que la maison du poète Émile Verhaeren est en feu. Des pertes incommensurables en résulteront. Du pavillon de Verhaeren ne subsistent que des murs instables. Quelques objets métalliques seront retrouvés dans les décombres dont l'encadrement, partiellement carbonisé, de la grande glace empire qui garnissait la cheminée du cabinet de travail et un plâtre de Montal miraculeusement intact. Dans la débâcle, le canon sur rail sera abandonné à Audreny. Nos alliés conquièrent Landrecy et dépassent le Quesnoy. Sur la gauche, ils repoussent les Allemands. C'est ici, pour la première fois, on entend parler de la ligne Aunelle. Les combats terribles et longs sont de véritables avalanches de feu. Preux-Haussard, Warny-le-Petit, Warny-le-Grand, Sebourg et Sebourg-Quio sont enlevés. Les premiers soldats du corps canadien entrent en Belgique par Marchipont. Le village est libéré. À la nuit tombante, la 4e division d'infanterie canadienne contrôle les 2 rivières qui longent l'ensemble de son front. Crépin est capturé et des passerelles flottantes sont établies sur les rivières Aunelle et Ogno. Jeudi 7 novembre, c'est l'attaque anglaise en direction de la Grande Aunelle. Là aussi, la résistance allemande se fait vivement ressentir. Comme précédemment, les civils horrifiés se terrent dans leurs caves. Le vendredi 8 novembre, les Canadiens sur la gauche prennent Kiev-Rochin et Bézieux. Des unités de la 3e division d'infanterie canadienne libèrent Tivancelles et Saint-Hébert. Dans la soirée, des troupes de la division franchissent le canal de Condé, à la faveur de l'obscurité, et gagnent une assise solide sur la rive nord. Comme nous l'avons vu, ce canal est d'une importance stratégique capitale. Sauf que cette fois, la situation est inversée. Sur le front sud du corps canadien, des troupes de la 2e division d'infanterie canadienne s'emparent du village de Dour. Samedi 9 novembre, les Anglais s'emparent d'Angres ainsi que d'Élouges et Anzy, des centaines de prisonniers, un certain nombre de canons et beaucoup de matériel ont été capturés. Et si tout avait déjà commencé le 1er juin, avec l'explosion du dépôt de munitions de Blanc-Misseron? Beaucoup d'énigmes n'ont pas été résolues, et le temps qui passe n'arrange pas les choses.
Le hasard était-il de la partie? Ou bien cette destruction était-elle pensée? Nous avons d'une part la thèse de l'accident avancée par M. le maire de Crespin, M. François. Il a stipulé que l'explosion a été due à la chute d'une caisse de munitions. D'autre part, il y a la thèse du bombardement. Mais comment bombarder une cible dont on connaît certes l'existence, mais dont on ignore l'endroit exact? La vérité se trouve peut-être tout simplement dans la conjugaison des deux. Et s'il y avait eu 2 explosions, comme le suppose M. Denis Delferrière? À la croisée des axes routiers et des voies ferroviaires, Blanc-Misseron était idéalement situé pour qu'on y implante un colossal dépôt de munitions en prévision du grand affrontement que les Allemands sentent arriver. Ils ont choisi la fonderie Ruelle, une entreprise bien cachée au milieu des autres et dotée d'une voie ferrée. Voilà des semaines qu'on achemine des projectiles à Kievrechin. Il est 6h30 ce samedi 1er juin 1918. Les Français réquisitionnés sont épuisés. La besogne est de plus en plus intensive et la faim les tenaille. Ils n'en peuvent plus et commencent à oublier les consignes et à ignorer les menaces perpétuelles des Allemands. Exténuée, une adolescente anémiée lâche une caisse. Son explosion provoque la mort de 10 jeunes filles. Pendant ce temps, une formation aérienne bombarde Valenciennes. Les pilotes voient au loin le nuage de fumée et des explosions multicolores successives. Un avion part en reconnaissance. De là-haut, ils constatent qu'il s'agit d'un entrepôt. La mission terminée, les pilotes regagnent leur base. Après concertation avec le service de renseignement, ils ont confirmation de l'existence d'un dépôt de munitions, mais nul ne savait où il se trouvait. Il doit absolument être détruit. Mais le souffle de l'explosion d'un dépôt de munitions incite à la prudence. Seul un avion à la fois larguera une bombe imposante. Les autres se tiendront repliés en observation. À 9h, les avions décollent avec peine, étant donné le poids imposant de la bombe. Il faut préciser que l'aviation a fait d'énormes progrès depuis 1914. Ils sont maintenant étudiés et construits selon des normes répondant à un emploi déterminé. Chasse, reconnaissance ou bombardement. Il est révolu le temps des duels entre pilotes simplement armés de fusils, voire de revolvers. Les avions sont maintenant équipés de mitrailleuses, capables de tirer en vol à travers l'hélice. De même, les fléchettes et les obus de 14, balancés par-dessus bord, ont fait place à de véritables bombes. Et certains avions peuvent en transporter jusqu'à 650 kilos. Comme convenu, l'escadron tournoie, hormis un appareil qui se dirige vers son but. L'intensité de l'explosion est sans équivoque, le coup est réussi. Imaginez qu'à plusieurs kilomètres à la ronde, des gens sont projetés au sol et qu'à Valenciennes, éloigné de 12 kilomètres, de nombreuses vitres volent en éclats, notamment au musée. Il y avait là, paraît-il, l'équivalent de 4800 wagons d'explosifs. Comme il pouvait le craindre, le pilote a du mal à maîtriser son avion qui virevoltait. Enfin, il rejoint l'escadrille. Pour les autres bombardiers, pas question d'atterrir avec de telles bombes sous le ventre. Elles seront envoyées sur la voie ferrée au nord de Valenciennes. La succession d'explosions a duré 3 jours. Si la liste officielle comporte 22 victimes, combien y en a-t-il eu exactement? Voilà encore une énigme à résoudre. Romby et Marchipont, 1918. Tout était trop calme, sauf les derniers jours. Peu de victimes sont à déplorer au village pendant la guerre, le front étant ailleurs. À la fin de la guerre, les Allemands voulaient installer un hôpital à l'église. Mais en fait, ils n'eurent pas le temps, le front reculant trop vite. Le lundi 4 novembre, les Britanniques effectuent un tir ravageur sur un convoi allemand à l'arrêt entre Marchipont et Angres. Les dégâts sont importants. Les anciens du village ont rapporté qu'un gros stock de munitions a été enterré dans un grand trou dans ce même secteur. Aujourd'hui, il doit toujours y être enfoui. Toujours à la fin de la guerre, un soldat anglais fut tué dans une pâture, près de l'église de Romby, par un observateur allemand qui se trouvait dans le clocher. Il ne fut ramassé que 3 semaines plus tard, par les hommes chargés de transporter les cadavres, messieurs François Bronsard et Louis Pétrement. Un dépôt de cadavres avait été fait dans la cour du café de l'église. Soldats et chevaux allemands tués sur le territoire de la commune y furent enterrés. Des combats au corps à corps eurent lieu au début de novembre 1918 au mont de Rettio entre les Allemands et les Britanniques. Début novembre, les gens commencèrent à se terrer dans leurs caves pour se protéger des bombardements
et des gaz, et n'en ressortir que vers le 5, quand les soldats britanniques entrèrent dans le village par le Grand Val. En se retirant, les Allemands avaient fait sauter le carrefour du Calvaire et la place du Parquio, soufflant en partie l'habitation de M. Fernand Carré. Le pont de Marchipont sera également détruit. Dans la débâcle, les Allemands avaient l'habitude de dynamiter les carrefours principaux afin d'en faire des cratères, d'exploser des maisons jouxtant des chemins ou de faire sauter les ponts. Le but était évidemment de ralentir leurs poursuivants. Ils tiraient également au canon sur les clochers, qui offraient de formidables points de vision périphériques. Le 30 octobre 1922, le ministère du Commerce et de l'Industrie, chargé de la liquidation des stocks résultant de la guerre, avisait la commune de Romby qu'elle pouvait disposer gratuitement d'une mitrailleuse lourde au titre de trophée de guerre. Mais la municipalité de l'époque n'a pas jugé utile et souhaitable de se rendre au parc d'artillerie de Versailles pour en prendre possession. Le lundi 11 novembre, l'annonce de l'armistice avait déclenché une allégresse instinctive. Pour les civils, la guerre était terminée. Pourtant, après la guerre, rien n'est fini. Extrait du journal de guerre, 15 février 1918, 9 mai 1919, du soldat Charles Robert d'Oxon, Bottomley, ancien combattant du Canada en qualité d'artilleur. Dès le 4 août, les Canadiens, associés dès le 23 octobre aux Anglais et Français, redoublent d'ardeur au combat. Et bientôt, les forces allemandes donnent de sérieux signes de faiblesse. La victoire n'est plus très loin. Le 9 novembre 1918, il est à Carouble. Le 11 novembre, bonne nouvelle, les hostilités sont finies. C'est trop beau pour être vrai. Pendant l'après-midi, Percy Boyce et moi allons à pied à la frontière belge sur la route de Mons. Sommes entrés dans la cathédrale. Sur le chemin du retour, nous avons aidé 2 civils à transporter leurs charges. La colonne continue d'avancer. 12 novembre, nous reposons toujours à Carouble et nous nous amusons. 13 novembre, nous reposons toujours dans la même ville, les réfugiés défilent toujours. 14 novembre, nous nous préparons, en vue de notre grande marche, à entrer en Allemagne. 15 novembre, avons eu l'ordre de partir. Avons quitté le secteur des Chevaux vers 10 heures, afin de poursuivre notre route vers l'Allemagne. En chemin, nous avons vu des officiers allemands se présenter sous un drapeau blanc. Nous sommes entrés en Belgique, à un endroit appelé Kievrin. Nous nous sommes arrêtés dans une ville appelée Boussu et avons dormi dans un hôtel. Aujourd'hui, 100 ans après, le promeneur qui flâne dans notre belle campagne est loin d'imaginer le spectacle qui s'y déroulait. Il passe à côté de nombreuses maisons dont il ne perçoit pas les traces encore visibles de la Grande Guerre.